Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états. Cette émission où on décrypte l'actualité du continent africain. Chaque semaine, nous allons à votre rencontre afin d'aller dénicher les sujets qui vous ont fait parler. 3 sujets sont à l'ordre du jour. Guinée-Bissau, armée, institutions fragiles et exil d'Embalo Sissoko. On continue avec le Cameroun. Mort d'Anissé Ekane, arrestation, détention et polémique nationale. Et enfin, Bamako, prise de Bamako, information, exagération ou intox médiatique orchestré. Voilà, mesdames et messieurs, les 3 sujets que nous allons traiter avec nos invités du jour. Bienvenue à vous, Maodo Ba. Vous êtes historien militaire contemporain, professeur en études stratégiques de défense et politique de sécurité. Bienvenue à vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour Aïssatou, bonjour Baba, bonjour docteur. Donc ça fait plaisir d'être de nouveau parmi vous. Merci. Exactement. On va revenir un peu sur l'émission de la semaine dernière. On va voir si vos positions ont changé ou non. Merci. On continue avec vous, Babadem. Vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssatou, bonjour à Maodo et au docteur Camara et surtout à nos commentateurs. Exactement, nos commentateurs. Et encore une fois, on réitère, c'est votre émission. On va à la rencontre, à votre rencontre. Et on revient ici sur le plateau. On continue avec vous, docteur Camara. Bienvenue à vous. Bonjour Aïcha. Vous êtes maître de conférence, bien sûr. Merci Aïcha. Donc, bonjour Aïcha, bonjour Monsieur Maodoba, ravi de se retrouver à nouveau. Bonjour Baba, alors bonjour aux commentateurs et aux téléspectateurs. Surtout. Voilà, toujours content d'être là avec vous, Baba, Aïcha, les invités, pour parler de l'Afrique. Analyser l'actualité du continent africain, mesdames et messieurs. Voilà, les 3 sujets sont posés. On commence tout de suite avec la Guinée-Bissau. Oui, armée, institutions fragiles et exil d'Embalo Sissoko. Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de la CEDEAO, a conduit lundi à Bissau une délégation de haut niveau pour rencontrer les autorités de transition issues du coup d'État du 26 novembre. Au cœur des discussions figuraient la restauration de l'ordre constitutionnel, la publication des résultats électoraux et la libération des responsables politiques arrêtés. Le ministre de Sierra Leone des Affaires étrangères a indiqué que le président Bio a été mandaté pour dialoguer directement avec les dirigeants de la transition. Il a déclaré que les discussions ont été très fructueuses et les 2 parties ont exprimé leurs préoccupations. Les responsables militaires ont pour leur part affirmé avoir pris le pouvoir afin de restaurer l'ordre et la sécurité dans le pays. Selon le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, les autorités militaires ont proposé une transition d'1 an, mais ce délai devrait être soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue le 14 décembre. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, suite au coup d'État en Guinée-Bissau, le haut commandement militaire prend le contrôle du pays, suspend les institutions et place le général Hortainta Anna Man à la tête d'une transition de 12 mois. La CEDEAO alerte dès les premières heures, réagit immédiatement, condamnation ferme et ferme du renversement, suspension de la Guinée-Bissau et de ses organes de décision, pression diplomatique pour un retour à l'ordre constitutionnel, mission de médiation dépêchée à Bissau. Pendant ce temps, la commission électorale annonce qu'elle ne peut pas et qu'elle ne peut plus surtout reconstituer les résultats. Ces procès-verbaux ont été volés ou détruits lors d'une attaque. Donc, dans ce chaos institutionnel, Embalo d'abord exfiltré au Sénégal, quitte Dakar pour Brazzaville, puis etc. On ne sait pas. Le débat de cette semaine ne porte donc plus sur la nature du coup d'État, mais également sur ce que cette crise révèle, le rapport de force entre armée, institutions civiles, acteurs régionaux et les implications politiques du parcours d'exil de Embalo Sissoko. Mesdames et messieurs, voilà le sujet. Alors, première question, je me retourne vers vous, monsieur Maodo Ba. Alors, oui, les résultats, on les attendait. On en a parlé la semaine dernière ici sur le plateau, à savoir qu'il était important que les citoyens de la Guinée-Bissau sachent qui a réellement gagné cette élection. Et finalement, rien. Il n'y a pas de procès-verbaux, il n'y a pas de résultats. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de scénario ? Oui, alors, merci beaucoup Aïssatou par rapport à cette question. Donc aussi, on comprend bien la Guinée-Bissau, comment marche son évolution politique. On peut réellement dire que cela n'est pas une surprise en quelque sorte. Que ça rappelle aussi les élections de Kumbayala en 2000, je crois. Voilà, c'était comme ça, mais tout d'un coup, voilà, il y a des scénarios qui se posent que les gens ne comprennent pas du tout. C'est la même chose parce que aussi, la Guinée-Bissau, c'est un pays où les institutions sont verrouillées en quelque sorte. Donc, sont verrouillées par qui ? Par les militaires qui sont
partout au niveau du système. C'est eux qui sont au cœur du pouvoir. Donc Embalo qui est un militaire qui a tout verrouillé, ce qui fait que voilà, la situation en est ainsi. On sait bien que voilà, on a vu cette semaine que les résultats, tout ce qui était relatif par rapport aux élections, que ce soit les bulletins de vote et tout ça, ont été voilà, brûlés par la commission électorale. Pour l'instant, voilà, la Guinée-Bissau est dans une autre phase. La phase après Embalo. Après Embalo, quoi? C'est quoi? C'est le général voilà, Horta Ntam, autant pour moi, qui est là. Donc, avec une transition, voilà, avec une transition de 1 an, je crois. Donc, on va voir à l'issue de cette année, voilà, qu'est-ce que réserve la Guinée. Bien voilà, sûr, exactement, c'est un point très important. Oui. Je me retourne vers vous, Babadem. C'est vrai que, encore une fois, je réitère, hein, c'était important pour la Guinée-Bissau, pour les citoyens, d'avoir l'information, d'avoir les résultats, et surtout pour l'opposition qui s'attendait à être proclamée gagnante de cette élection. Et finalement, coup de théâtre, plus rien. Est-ce que vous vous attendiez à ce type de scénario? Pour vous, c'était possible, envisageable? Oui, et puis c'est une suite logique à leur coup d'état théâtral. En fait, il suffisait, parce que tout le processus est allé jusqu'à sa fin, il suffisait juste c'était même plus au niveau du comptage, mais la proclamation des résultats. Donc, si vous voulez éviter, c'est-à-dire le coup d'état, là, on peut se poser la question, à qui profite ce coup d'état? Donc, si vous voulez éviter qu'on diffuse comment on appelle ça là, il a été à la CEDEAO, les résultats, forcément, il faut aller détruire juridiquement, vous détruisez les procès-verbaux, ce qui fait que même si les autres ont compilé les résultats chez eux, c'est-à-dire que par exemple, l'opposant arrive, c'est pas grave, moi j'ai compilé les PV des différents bureaux de vote, on va lui dire non, juridiquement, il faut que ce soit la commission qui diffuse ces résultats. Donc c'était une suite logique après une suite logique pour aller au bout de leur théâtre. Il fallait détruire ces résultats, ce qui fait que quand la commission, la CEDEAO, il faut voir après la CEDEAO qui demande le rétablissement et le comptage, en tout cas la proclamation des résultats. Voilà. Je me retourne vers vous, docteur Camara. Quelle explication peut-on donner à cette destruction de résultats officiels? C'est quand même étonnant. Oui, en fait, alors, l'interprétation qu'on peut donner, c'est justement, ça corrobore un petit peu la thèse qu'on a un peu soutenue ici, il y a une semaine, en disant que dans tous les cas, Embalo a probablement perdu les élections, même si ses partisans prétendaient qu'il les avait gagnées et qu'il ne pouvait pas les perdre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas trop bien, dans un pays qui était quand même bien tenu par le pouvoir d'Embalo, comment des personnes soi-disant armées, cagoulées, peuvent intervenir au niveau de la commission électorale nationale, saisir du matériel électoral et notamment des bulletins pour les détruire, si ce n'est les partisans de Embalo, en tout cas des gens qui se sont organisés avec sa complicité. Donc ça corrobore l'idée que ce coup d'État est un coup d'État monté. Dans tous les cas, si les résultats avaient été réellement publiés, compte tenu du refus de Embalo d'accepter dans tous les cas une victoire de l'opposition, donc on aurait probablement eu une crise électorale. Hein, où, voilà, peut-être que n'a-t-il pas eu la possibilité de truquer les résultats comme on l'a fait sous d'autres cieux, hein, donc notamment au Cameroun, et qu'il trouve que la seule façon, c'est d'arrêter le processus de cette façon-là, d'empêcher que ces résultats puissent être connus de la population, et justement pour éviter que la population, en tout cas une partie de la population, puisse à juste titre revendiquer le pouvoir pour l'opposition. Donc, mais si on parle de scénario orchestré, il n'aurait été pas plus simple tout simplement de dire que c'est Embalo qui a gagné les élections présidentielles? Oui, mais peut-être que matériellement, au niveau de la commission électorale, il n'y a peut-être pas eu consensus, ou ils n'ont pas eu la maîtrise de ce processus de comptage. Parce que justement, il y a des opposants, il y a des gens qui disent que les résultats existent, mais qu'il suffit de les compiler région par région pour savoir qui a réellement gagné. Bon, en même temps, on voit bien que les gens qui ont fait le coup d'État, ce n'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt, c'est justement de montrer que les choses ne sont pas bien passées et que dans tous les cas, on ne peut pas prononcer de résultats parce que ça a été... Mais si on parle de scénarisation, donc soi-disant, ils sont sous le contrôle de Embalo qui a organisé, qui a orchestré ce coup d'État. Donc finalement, ils sont censés être sous Embalo. Et donc, oui, mais sauf que... Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, oui, à l'intérieur même, il y a une rébellion de la part des militaires qui... Alors, le fait que peut-être que le scénario initial n'était pas celui-là, mais finalement, le fait de l'avoir fait exfiltrer
fait qu'il sait que maintenant le pouvoir lui est échappé. Donc ceux qui ont pris le pouvoir, bon, je pense qu'ils ne sont pas aussi stupides pour dire que bon, on a pris le pouvoir, on avait dit que parce qu'il y avait une tentative de déstabilisation de notre pays, ils ne vont pas revenir maintenant dire, eh bien finalement les résultats sont là, c'est Diaz qui a gagné, donc voilà. Ils disent que là, dans tous les cas, ils sont là pour 1 an. Et dans 1 an, on verra bien. Donc, c'est une transition. Ils ne nous disent pas, dans 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va prendre en compte les résultats qui vont être, qui ne seront jamais publiés probablement? Ou bien est-ce qu'on va refaire une nouvelle élection et qui va être exclu, qui va être autorisé à se présenter? Donc, après, quand on reprend l'actualité, Monsieur Maodoba, donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez vos propos de la semaine dernière? La semaine dernière, vous étiez clair, c'est-à-dire pour vous, c'était un scénario orchestré par l'ancien président de la Guinée-Bissau, et donc qui était, entre guillemets, le mandataire, celui qui a organisé tout cela, et avec ses agents, entre les militaires sous lui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment la situation se développe, est-ce que vous considérez que ce scénario est toujours plausible? Est-ce que c'est toujours Embalo qui a orchestré pour éviter d'avoir l'opposition donc à la tête du pays, ou au contraire, finalement, c'est peut-être les militaires tout simplement qui ont pris cette décision? Oui, bah, je pense que voilà, ce qui se passe actuellement corrobore, c'est-à-dire cette hypothèse, dans la mesure où, si on comprend bien, tous les pays qui ont été décolonisés par la force jusqu'à nos jours en Afrique, ce sont les militaires qui ont toujours le pouvoir. Donc en Angola, en Algérie, en Guinée-Bissau, etc. Donc ce sont les militaires qui sont toujours au pouvoir. Donc quand on parle de Embalo, quand on parle de la Guinée-Bissau, c'est-à-dire ce sont des institutions qui sont verrouillées par cette personne qu'on appelle le président Embalo. En même temps aussi, il a une forte influence. Il a construit sa personnalité politique autour d'une influence internationale, dans un cercle très restreint des dirigeants les plus influents ici même en Afrique, comme il a été il a tissé des liens très forts vis-à-vis des présidents comme Macky Sall du Sénégal, comme Buhari du Nigeria, et Denis Sassou Nguesso aussi de la République du Congo, etc. Donc ce qui fait que voilà, je pense que voilà, probablement il est en train ou bien les militaires sont en train de tout faire pour baliser le terrain pour qu'ils reviennent demain, qui sait. Voilà, tout est plausible, sauf que le peuple guinéen est dans une autre logique, parce qu'avec le développement de ce qu'on appelle des technologies de l'information et de la communication, le peuple guinéen, à l'image de tous les peuples africains qui se révoltent, qui réclament un pouvoir démocratique, une bonne administration transparente dans la gestion des biens publics, des deniers publics en quelque sorte. Donc les Guinéens veulent une Guinée qui change, les Guinéens veulent autant pour moi une Guinée qui change, une Guinée moderne, etc. Ce qui fait que voilà, ça va être très compliqué, ça va être très complexe dans les années en venir entre une transition politique entre les militaires et les civils. Baba, je me retourne vers vous. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous aussi confirmez donc, les propos des uns et des autres? Et est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un scénario de Embalo finalement récupéré par les militaires qui finalement pousse l'auteur même du film, entre guillemets, dehors? Est-ce qu'on peut résumer la situation comme ça, ou au contraire, vous considérez qu'il a toujours le contrôle sur ses militaires, encore aujourd'hui? Pour moi, il a toujours le contrôle. Hein. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et puis, il faut voir les actes qu'il a posés, en fait. À la limite, un vrai coup d'État, si c'était les journalistes qui en parlaient, si c'était les militants de chaque parti qui parlaient, qui disaient un coup d'État orchestré, ok. Mais là, nous avons Goodluck Jonathan, qui était sur place, qui faisait partie des observateurs, ancien chef de l'État du Nigeria. Si lui est capable de dire, avec les faits en disant c'était un coup d'État monté, on ne peut que le croire. Ousmane Sonko, qui a les renseignements, qui est capable de dire c'est un coup d'État monté. Paul Kagame, etc., disent que c'est un coup d'État monté. Donc pour moi, à partir du moment où ces chefs d'État qui ont des renseignements, qui sont peut-être amis, ou en tout cas ils ont des éléments, c'est clairement un coup d'État monté. C'est bien ce que vous dites. Par contre, la CEDEAO le dit, il n'y a pas de zone grise. Donc, non, la CEDEAO, ça c'est... Après la CEDEAO... Comment remettre en question la CEDEAO, les avis des uns et là on a des chefs d'État. Oui. Et moi ensuite, c'est surtout Goodluck Jonathan qui était un des observateurs. Oui. Donc si lui, sur place, c'est pas quelqu'un à qui on a envoyé sur place, lui aussi le confirme. Beaucoup de journalistes aussi, il fallait voir, au moment de avant la proclamation des résultats, il y a eu des journalistes qui étaient sur place. Une fois que tout ce qui est campagne électorale, que la population est partie voter, des journalistes étrangers sur place, même sont partis
Il y en a qui sont partis en disant, ça y est, les dés sont jetés. Et on avait 7 régions sur 9 qui ont été récupérées, en tout cas, que l'opposition avait récupérées. Donc c'est carrément un coup d'État monté. Là où aussi on peut rajouter, c'est le scénario. Quand Goodluck Jonathan dit comment un chef d'État peut se permettre d'appeler tout le monde au moment où on lui fait un coup d'État, lui qui a l'expérience des coups d'État, qui sait comment ça se passe, c'est clair. Comment 24 heures après, quand on regarde la liste du gouvernement qui a été établie en un temps record, donc pour dire qu'on ne peut pas faire ça, et que quand on regarde la liste, ce sont des gens qui la veille étaient en campagne avec M. Embalo, et des proches de M. Embalo, que ce soit le président intérimaire, etc. Ensuite, quand ils vont jusqu'à dire, parce qu'il ne faut pas oublier que Embalo a été le président de la CEDEAO de 2023, en tout cas 22-23 ou 23-24, je ne sais plus, quand il a été président, c'est lui qui négociait aussi à cette époque avec les différentes transitions. Et il sait que la CEDEAO, quand il négocie, il demande une transition courte. Comme par hasard, tous les autres, quand ils faisaient leur transition, ils ont dit 2 ans, 24 mois ou 3 ans. Là, il dit 1 an. Donc clairement, la transition acceptable par la CEDEAO. Donc pour moi, tout est orchestré. Oui, clairement. Alors il faudra comprendre aussi que voilà, quand on parle de ces renseignements, que ce soit le Nigeria, le Sénégal ainsi que le Rwanda, c'est l'un des services de renseignement les plus puissants en Afrique, donc ils disent que voilà, ça a été orchestré, c'est parce que le coup d'État a été orchestré. En même temps aussi, tous les coups d'État qui se sont passés en Guinée depuis voilà, l'indépendance 1974 sont des coups d'État qui sont violents. C'est la première fois qu'on assiste à un coup d'État qui n'est pas violent, du coup, voilà. On entend des coups de feu, voilà. Mais pas de victimes. Je me retourne vers vous, docteur Camara. La CEDEAO insiste, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de doute, c'est un coup d'État classique. Ils ne me remettent en aucun cas en question donc, les propos de Embalo Sissoko, donc ancien président, en tout cas qui présidait la CEDEAO il n'y a pas si longtemps que ça. Il condamne fermement donc, ce coup d'État, atteinte grave à la démocratie et exige un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Il y a une délégation de haut niveau qui a été envoyée donc, à Bissau pour voilà, voir la situation et essayer de discuter avec les militaires. Que peut-il se passer? Que s'est-il passé? Mais je pense qu'il s'est fait doubler. Moi, c'est mon point de vue. Il n'a plus la maîtrise de ce coup d'État-là. Il s'est fait doubler par les militaires, dans la mesure où il a accepté de partir. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'on dise que les résultats ne peuvent pas être publiés parce qu'ils ont été détruits, d'accord, ça ne donne aucune légitimité à ce que ce soit Embalo qu'on fasse revenir pour être installé au pouvoir. Comment la CEDEAO va pouvoir justifier un retour de Embalo comme étant une façon de rétablir l'ordre constitutionnel? À partir du moment où son mandat, dans tous les cas, est fini, puisque les élections ont eu lieu, s'il n'y a pas la possibilité de publier les résultats, donc on ne peut pas dire, la CEDEAO ne peut pas soutenir l'idée selon laquelle c'est Embalo qui doit être rétabli dans le fauteuil du président, comment déterminer cela? Donc pour moi, si c'est le cas, il s'est fait doubler. Et moi, je reste persuadé. Pourquoi? Je reste persuadé que Embalo, je pense qu'il a perdu le contrôle au niveau de la Commission électorale nationale. Et il savait que si ces résultats-là étaient publiés, dans tous les cas, il allait soit déclarer perdant, soit dans tous les cas, la réaction de la population vis-à-vis de l'opposition allait peut-être aboutir à une crise post-électorale. Et il n'a peut-être pas voulu que cela se matérialise. Et il a peut-être pensé qu'en faisant une espèce de tour de passe-passe avec les militaires, donc les choses pouvaient être autrement. D'ailleurs, peut-être que dans le scénario initial, il se pourrait aussi que la question de la destruction des résultats n'était pas... Peut-être qu'ils allaient avoir le temps de truquer les élections, ensuite peut-être républier les résultats sous la pression de la CEDEAO et dire que finalement c'est Embalo qui a gagné et faire revenir Embalo. Or, si aujourd'hui, d'ailleurs, quand la Commission électorale nationale a annoncé cela en disant que c'était détruit, c'était bien sous le contrôle des militaires. Donc les militaires ont dû dire, il n'y a plus de résultats, il n'y a rien à publier, il est parti, nous on est au pouvoir. On va dire, d'ailleurs c'est pour ça qu'on considère que les militaires refusent par exemple de libérer les opposants, parce que c'est un moyen de négociation avec la CEDEAO pour que la CEDEAO leur dise, finalement on vous concède le fait de pouvoir faire une transition d'1 an et après on verra bien. Pourquoi reprendre les amis de Embalo?
Parce que si on fait un coup d'État... Parce que ce sont les mêmes amis. Parce que justement, ceux qui ont fait le coup, c'est pour ça qu'on a dit que c'était un peu une révolution de palais. Donc c'est quoi? Au départ, c'était Oui. donc sous la bénédiction de Embalo Sissoko. Finalement, ça lui est échappé. Et donc, c'est ce que vous dites. C'est pour Moi, ça c'est ça. on peut expliquer Exactement. éventuellement comme cela le fait Je pense pas. que les les élec- proches d'Embalo. Vous ne pensez pas du tout Non, ça? pas du tout, Pour pas vous, du c'est tout. orchestré du début à la fin. Oui. Le scénario suit son cours. Oui. Donc, je vous pose la question et je reviens dessus. Et c'est très important. C'est vrai que vous l'avez dit au début, Baba, surtout vous, en disant comme quoi les renseignements généraux du Sénégal et de certains pays sont les plus performants donc, sur le continent africain. Très bien. Mais comment se fait-il que c'est le premier pays qui a accueilli Embalo Sissoko? Et pourquoi finalement, après ces quelques jours passés au Sénégal, directement il va à Brazzaville? Comment on peut expliquer cet exil, le circuit que suit Embalo Sissoko? C'est étrange quand même. Si on comprend bien, c'est-à-dire qu'actuellement... Pourquoi avoir été au Sénégal, être resté quelques jours au Sénégal, avoir été accueilli par le Sénégal, puis ensuite, quelques jours après, très rapidement, parti à Brazzaville, et puis ensuite au Maroc. On sait bien ce qui s'est passé au Sénégal, parce que le président de la République acceptait à ce que Embalo soit accueilli au Sénégal, mais tout d'un coup, voilà, il y a un contre-pouvoir à côté qui est le Premier ministre qui n'était pas d'accord du fait que voilà, l'élection a été manipulée par lui-même, qui a été orchestrée par lui-même, c'est-à-dire Embalo, ce qui fait que voilà, il a quitté automatiquement le Sénégal pour aller en République de Guinée. Donc c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais qui est intéressant parce que c'est vraiment la dernière partie de ma question. Après, je pense parce qu'il ne faut pas oublier aussi le jour du coup d'État, en tout cas orchestré, Embalo a appelé tout le monde. Mais si vous suivez Embalo depuis des années et des années, en tout cas, quand il remercie toujours une personne qu'il considère comme son père. C'est Denis Sassou Nguesso. Quoi qu'il depuis qu'il est jeune, en tout cas, Denis Sassou Nguesso comme son père. Les scénarios qui nous sont rapportés par plusieurs presses, par plusieurs en tout cas, entités de presse, c'est que la fameuse, comment on va dire ça, par visio, urgence, en tout cas la réunion d'urgence par visio de la CEDEAO, eux, au lieu de penser par rapport à la situation, eux, c'était l'exfiltration de Embalo. Maintenant, tout ce qui nous a été dit, c'est que le président Sassou Nguesso a tout fait pour joindre toute la journée le président sénégalais. Ils l'ont eu au dernier moment, donc ce dernier a dit ok, il va en affréter. Mais pour moi, il devait être en transit à Dakar. Pour un moment, bon, il y a eu la déclaration du Premier ministre qui a dû précipiter. Mais c'était Brazzaville parce que Denis Sassou Nguesso et Ouattara ont tout fait pour exfiltrer le président. Quoi qu'il en soit, il n'est plus à Brazzaville, il est maintenant au Maroc. Pourquoi après le Sénégal, quelques jours au Sénégal, pourquoi à Brazzaville? Pourquoi donc moi, je souscris un petit peu à l'explication qui a été donnée, notamment par rapport au Sénégal, puisqu'on sait qu'au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus à la tête de l'exécutif par rapport à la politique étrangère, et on sait bien que le président du PAIGC donc, est quand même perçu comme un souverainiste, quelqu'un qui est plutôt dans la même logique que Sonko. Et Sonko, et Diomaye Faye d'ailleurs, et d'ailleurs Sonko verrait mal comment quelqu'un comme Embalo, donc vu le contexte dans lequel il est parti de son pays, il va être, et le Sénégal va le recevoir comme un exilé. Donc je pense qu'il a compris qu'il ne peut pas rester au Sénégal. Et il est parti. Donc vous pensez, selon vous, que ce sont les autorités sénégalaises qui auraient dit à Embalo, vaut mieux que tu partes? Ouais, vaut mieux. Clairement, ça c'est vraiment Moi je considère que c'est plutôt ça. Et peut-être au niveau du Congo, il s'est dit peut-être que les conditions dans lesquelles son exil peut se passer ne sont pas les mêmes que, par exemple, au Maroc, où il va se retrouver avec son grand frère Macky Sall, comme lui-même il le dit, et peut-être qu'il serait peut-être dans des meilleures conditions de sécurité. Parce que moi, je ne suis pas tout à fait rassuré que le mec, il s'est dit, c'est moi qui ai orchestré tout ça, je m'en vais, je vais revenir. Je pense qu'il sait qu'il ne va pas revenir et qu'il ne va pas pouvoir revenir, mais le deal avec les militaires consiste à lui dire, on te laisse repartir, organise-toi, prends tous les sous que tu veux, prends tout ce que tu veux, et puis laisse-nous le pouvoir. Moi, je pense que c'est plutôt un scénario comme ça qui a dû se produire. Je reste sur la même lancée, c'est-à-dire qu'au Sénégal, le Sénégal ne peut pas l'accueillir. En tout cas, ils l'ont accueilli quand oui, même. Mais temporairement, parce qu'au niveau de l'exécutif, comme l'a dit le docteur, parfois il y a une vision différente au niveau de la politique intérieure. Après, ça peut être étonnant qu'il ait choisi le Sénégal, ou que le Sénégal ait choisi Embalo.
Alors, le Sénégal, Qui c'est-à-dire a choisi qui dans tous les cas, la Guinée-Bissau et le Sénégal sont deux pays frères en quelque sorte. C'est-à-dire que même ce qui se passe au sud du Sénégal, la rébellion en Casamance depuis 1983, la Guinée-Bissau a toujours joué un rôle directement, c'est-à-dire au niveau des négociations, au niveau du soutien, etc. Ce qui fait que le Sénégal a de l'intérêt que la Guinée-Bissau soit stabilisée militairement, politiquement en quelque sorte. Le Congo ne veut pas aussi que le scénario qui se passe en Guinée se passe chez eux aussi. N'oublions pas que voilà, c'est un président qui est là depuis 1978, même s'il y a une intermittence en quelque sorte. Donc la situation est compliquée. On sait bien ce qui se passe au Gabon, on sait ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire les pays limitrophes du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que Nguessou ne joue pas avec son pouvoir. C'est ce qui fait que Nguessou a dit à Embalo de partir. Affaire à suivre en tout cas. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec la deuxième partie. Donc on regarde une vidéo et puis on revient. Au Cameroun, la mort en détention de l'opposant Anicet Ekane continue de provoquer une forte émotion. À Yaoundé, sa famille refuse l'autopsie programmée par les autorités, estimant la démarche précipitée et non concertée. Ses proches dénoncent une procédure menée par les mêmes services qui avaient la responsabilité de sa détention. Selon l'un de leurs avocats, la famille réclame une autopsie contradictoire confiée à des médecins indépendants afin d'établir clairement les causes du décès. Arrêté le 24 octobre, Anicet Ekane, 72 ans, souffrait d'insuffisance respiratoire. Ses avocats avaient alerté à plusieurs reprises sur la dégradation de son état de santé. Son parti, l'UPC Manidem, parle de crime d'État, affirmant qu'il aurait été privé d'oxygène et de soins spécialisés pendant plusieurs jours. De son côté, le gouvernement assure qu'il a reçu une prise en charge médicale appropriée. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau, on continue, place au Cameroun. Donc le décès en détention de l'opposant camerounais Anicet Ekane le 1er décembre 2025 a provoqué une onde de choc au Cameroun. Arrêté dans un contexte post-électoral explosif, il était l'une des voix critiques du régime et un acteur historique de la scène politique camerounaise. Cette affaire soulève pas mal de questions. Pourquoi a-t-il été arrêté? Dans quelles conditions est-il mort? L'État porte-t-il une responsabilité politique ou juridique? Quelles conséquences pour l'opposition au Cameroun et pour Issa Tiroma Bakary? Mesdames et messieurs, voilà les questions que nous allons tenter de répondre ici sur le plateau. Alors, première question, je me retourne vers vous, et c'est important pour que le public le sache, que les téléspectateurs le sachent. Qui est Anicet Ekane, de grande personnalité au Cameroun, qui s'est présenté aux élections présidentielles à 2 reprises, qui a soutenu à plusieurs reprises des opposants du régime Biya, et malheureusement, aujourd'hui, il est mort. Il a participé largement à la vie politique du Cameroun. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé son engagement durant sa jeunesse comme une jeunesse patriote, comme une jeunesse patriotique autant pour moi, démocrate, mais aussi anticolonialiste. Donc quand on parle de l'anticolonialisme, on parle de l'UPC, c'est-à-dire l'UPC et le parti qui avait mené une guerre d'indépendance contre la France pour l'indépendance du Cameroun avec Ahidjo et tout ça. Du coup, dans les années 70, il était jeune, mais il a participé, il a été témoin de l'exécution de beaucoup de ces membres de cette partie, de l'UPC, c'est-à-dire qui veut dire Union des populations du Cameroun, donc qui ont été exécutés par le régime de Amadou Ahidjo, etc. Ce qui fait que il a une amertume profonde vis-à-vis du système. Avec l'arrivée de Biya au pouvoir en 1982, donc avec le régime aussi de parti unique de Biya, donc il est devenu un farouche opposant et historique de Paul Biya, donc qui s'est battu pour le multipartisme. C'est grâce à lui qu'il y a eu le multipartisme au Cameroun. Donc au-delà de cela aussi, il a participé plusieurs fois à des élections, comme vous l'avez dit. 2011 et 2014. 2011 et 2014. Donc il a apporté son soutien à Kamto. Kamto qui a été investi de la course à la présidentielle par Paul Biya. Donc lorsqu'il a été investi à la course, par le Manidem. Il a soutenu la candidature de Tiroma. Donc au lendemain de l'élection qui a été tellement controversée, c'était ces élections, le 24 octobre je crois, il a été arrêté, il est mort en détention. Donc c'est un crime d'État, disons, c'est un crime d'État à l'image de Ruben Nyobé, le père de l'indépendance du Cameroun, et d'autres aussi pères de l'indépendance du Cameroun qui ont été assassinés par l'État du Cameroun le plus souvent. C'est encore le même type de scénario. C'est le crime d'État. Si vous voyez même l'ensemble des
titres de presse du Cameroun, voilà, c'est une sorte d'onde de choc qui disent que voilà, c'est un traumatisme en quelque sorte pour tout le peuple camerounais, car c'est quelqu'un qui a largement contribué les autorités pour l'indépendance. réfutent cela et disent les accusations, ils disent non, au contraire, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pu faire, ils l'ont fait. Ils disent que non, il n'y a pas eu c'est pas un crime d'État, c'est tout simplement, voilà, il était malade, il est décédé. Pour vous, c'est clairement, vous contestez cette version de la part de... Il y a 60 ans, le père de l'Union, le père de l'indépendance du Cameroun, Ruben Nyobé, on avait dit que voilà, c'est une crise cardiaque. Ben non, il a été empoisonné, il a été assassiné. C'est un crime d'État de plus au Cameroun. Je me retourne vers vous, Babadem. Anissé Kane, on en a beaucoup parlé ici sur le plateau donc, de l'Afrique dans tous ses États. C'est vrai qu'il s'est battu, c'était un fervent défenseur d'un Cameroun, entre guillemets, libre, d'un Cameroun où chaque citoyen pouvait peser, donc, notamment dans les élections. Voilà, il a tenté d'accompagner donc, plusieurs opposants du régime Biya. Il s'est retiré même, lui, de la course à la présidentielle pour laisser d'autres candidats y aller et éventuellement remporter donc, le combat, on peut le dire comme ça, et finalement, il est tombé. C'est triste. Ouais, et il est dans la même... en tout cas, son histoire, c'est l'un des derniers héros de l'UPC, on va dire. Si on suit vraiment cette partie de l'UPC, pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, on avait, comme il le disait, Nyobé au départ, assassiné. Ensuite, Moumié, qui a été empoisonné dans les années 1960 Suisse, par les services des renseignements français en Suisse, exactement. Ensuite, il y a eu Wendié aussi. Oui, Ernest Wendié. Et c'est à partir de là, l'assassinat public de Wendié, que Ekane a décidé, parce que ça l'avait marqué, a décidé en 73 d'intégrer l'UPC et de continuer la lutte de cette UPC. Donc en 83, il est revenu, jusqu'en 95, il a fait son Maniden, il a créé le Maniden, mais il a fait de la prison du temps de Paul Biya. Donc c'était l'un des derniers activistes, en tout cas historiques et héroïques, et il est mort en détention. Donc c'est carrément dans la lignée de ces héros qui ont pour l'indépendance, la souveraineté. Ce qui est encore plus dommage, c'est les conditions de son arrestation, parce que tout simplement, il s'opposait au régime. C'est-à-dire que ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un criminel. On savait qu'il était malade avant même sa détention. Au moment de sa détention même, il y a cette anecdote où on dit qu'il avait un appareil respiratoire chez lui. Mais quand on lui a amené ça au niveau de l'hôpital, on a demandé de changer parce qu'on pouvait penser au scénario de mettre un poison, etc. Et vous savez, dans ce genre de situation, un politique, ou en tout cas un prisonnier politique, notamment moi, je n'ai pas vu la gravité des faits, mais vous pouvez à la limite, à minima, le laisser chez lui en surveillance temporaire, j'ai oublié le terme juridique, mais en surveillance, en résidence surveillée, et permettre d'avoir ses soins tranquillement. Mais là, je ne vois pas qu'est-ce qui peut dédouaner l'État contre ce qu'il a appelé de crime ou d'assassinat, mais en tout cas, sa mort est très suspecte. Je me retourne vers vous, docteur Camara. Déjà, première question, forcément pour les téléspectateurs qui nous regardent, pourquoi a-t-il été arrêté? C'est quoi les raisons valables qui l'ont mis tout simplement en prison et entraîné la suite? Alors, donc, je ne reviens pas sur les propos qui ont été tenus par des prédécesseurs, pour dire que justement c'était un homme de conviction qui était tellement, on va dire, motivé, habité par la volonté qu'il y ait une vraie alternance au Cameroun, qu'on en finisse avec ce régime de Biya pour que le peuple camerounais puisse enfin respirer, mais qu'il a été lui-même, il a mis sa propre ambition personnelle de côté, parce que c'est vrai que il faut le rappeler, c'est quand même des gens qui sont aujourd'hui rares, des gens qui ont eu parfois un parcours long et qui se disent, mais comme je me suis sacrifié, donc j'ai la légitimité, c'est moi ou c'est personne d'autre. Or, il a eu le recul. D'ailleurs, quand Maurice Kamto a été recalé, c'est lui qui lui a donné la possibilité de passer par le Manidem pour pouvoir être candidat. Et quand il a été éliminé, il fait partie des personnalités qui ont appelé l'opposition à s'organiser pour qu'il y ait coûte que coûte une alternance. Et en l'occurrence, c'est lui qui est un petit peu à l'origine, avec d'autres
de la candidature de Chiroma et qui a donné à la candidature de Chiroma cette légitimité, cette assise populaire. Et c'est vrai que le régime a peur de lui. J'ai l'impression que le régime a plus peur de lui parce qu'ils se disent que si ce qui s'est produit avec Chiroma a été possible, c'est un peu grâce à lui. Donc, c'est pas un peu, disons ici, c'est beaucoup grâce à lui. Exactement. Et donc, à défaut de pouvoir mettre la main sur Chiroma, ben, ils ont mis la main sur lui, mais sans pouvoir lui reprocher, en tout cas de manière objective, quelque chose de... C'est pour ça que la question que je pose, elle est très claire, parce qu'aujourd'hui, la famille, les familles, les membres, les partisans du Manidem, etc., se posent la question... Quelles étaient les raisons de son... parce que c'était l'homme dangereux. De son incarcération, c'est ça. C'était l'homme dangereux, l'homme qui avait la stratégie. Le Cameroun est un état de droit, c'est-à-dire qu'il y a forcément des raisons d'incarcération. Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on sait pourquoi il a été arrêté? Le parti au pouvoir Aïssa se dit que ce type-là, c'est lui le stratège. Insurrection peut-être. C'est lui voilà. Alors évidemment, comme Baba dit, c'est quelqu'un qui est issu de l'UPC qui au début était pour la lutte armée. D'ailleurs, lui-même, il explique dans son parcours comment il a dû convaincre ses amis, notamment quand il y a eu le multipartisme, pour dire qu'il faut qu'on soit un parti qui se mute, qu'on renonce à la lutte armée, mais qu'on fasse, que par le biais de la lutte politique et pacifique, on puisse quand même changer les choses. Et surtout, c'est quand même un panafricaniste, donc qui s'inscrit dans une... Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, et je sais que, alors même si ce n'est pas quelque chose de direct, je pense qu'il avait un certain nombre de dirigeants de l'AES ont peut-être une espèce d'empathie pour lui, et je pense que c'est tout ça qui a fait peur au régime camerounais, qui dit que ce type-là, si on ne met pas la main sur lui, on va finir par rencontrer une difficulté. Et peut-être que il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse évidemment mourir, mais quand même, ça prouve aussi que le régime est un petit peu aux abois. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas capables de gérer, comme disait Baba, un prisonnier politique, de manière à ce qu'il ne lui arrive pas ce type de choses qui puissent justement encore rendre le régime plus impopulaire et plus illégitime. Voilà, et on voit bien, le résultat, c'est la colère, c'est le désarroi des nombreuses personnes au Cameroun et en Afrique. Exactement, voilà. Donc vraiment, je réitère mes propos. Donc, il a été accusé par les autorités d'avoir encouragé ou soutenu les mobilisations visant à dénoncer des fraudes préélectorales présumées. Il a été placé en détention dans une vague d'arrestations, donc touchant plusieurs figures de l'opposition impliquées dans ces mouvements. Et voilà, c'est la raison, ce sont les raisons qui l'ont conduit dans cette prison-là. Et ils insistent, les autorités insistent, il a été suivi médicalement. Il semble que tous les soins lui ont été prodigués. Les autorités réfutent toute mascarade, toute tentative, tout crime. Mais aujourd'hui, la famille insiste, et même les militants l'ont dit, garder le corps. Donc garder le corps, c'était très touchant. C'est-à-dire que quand on dit garder le corps, vous vouliez son corps, vous le vouliez, vous l'avez maintenant, gardez-le. Franchement, c'est triste, quoi. Oui, c'est triste. Pour cette fin, et c'est triste pour les Camerounais, c'est triste pour les gens qui ont cru, c'est triste pour les personnes qui... Oui, c'est triste. Voilà, il faudra comprendre que c'est un personnage très apprécié par la nouvelle génération, parce qu'en Afrique, on voit généralement, actuellement, il y a beaucoup la nouvelle génération qui cherche des repères, c'est-à-dire des repères souverainistes en quelque sorte. Comme par exemple le Sénégal, voilà, les gens avec PASTEF se disent, voilà, nous, on est des héritiers de Cheikh Anta Diop, on est les héritiers de Mamadou Dia, etc. Au Mali, les Maliens, ils réclament, on est des héritiers de Modibo Keïta. Au Congo, des héritiers de Lumumba, en quelque sorte. Donc, si vous allez au Cameroun, aussi pareil. Voilà, si on voit les blogosphères, etc., on voit que la jeunesse camerounaise, le plus souvent, se distingue par rapport à l'UPS, par rapport à Moumié, par rapport à Oumniobé, etc. Aujourd'hui, il incarne une grande renaissance pour le souverainisme camerounais. C'est pourquoi, le 24 octobre, au lendemain de la présidentielle, il a été automatiquement arrêté parce qu'il peut mobiliser les foules. Actuellement, qu'est-ce qu'ils font on pensait que cette ère-là était terminée, c'est-à-dire qu'on a eu de grandes personnalités du continent africain qui ont tous été tués. On pensait qu'on avait en 2025 cette ère-là. Ces gens-là sont en train de ressusciter en quelque sorte sous une autre forme au Sénégal, c'est-à-dire que le président Ousmane Sonko, il est considéré comme un Mamadou Dia. Mamadou Dia, c'est lui qui opposait une farouche résistance à Senghor pour un Sénégal
souverain vis-à-vis de la France. Si vous allez au Mali, c'est pareil par rapport à Modibo Keïta. Si vous allez dans d'autres pays d'Afrique, surtout francophones, c'est toujours le même scénario. Les Africains cherchent des repères pour être indépendants vis-à-vis des puissances coloniales qui dictent leurs lois par rapport à leurs souverains, les marionnettes plus ou moins, etc. C'est pourquoi c'est une très grande perte pour le Cameroun, c'est une très grande perte pour les peuples africains souverainistes. Bien sûr, et on insiste dessus. C'est vrai qu'on a vu un peu le remue-ménage que cela a créé au Cameroun, même au niveau de la famille aussi élargie donc, de M. Anissé Kane. Et notamment, on a entendu et vu qu'une autopsie avait été effectuée sans même l'accord même de la famille, sans aucune indépendance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de médecin légiste indépendant qui ont tout simplement mené l'action. Donc il y a pas mal de choses qui sont autour donc, de cette mort-là. Quelles sont les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences pour le Cameroun? Est-ce que cela va avoir un impact sur la suite au Cameroun? L'impact, moi j'ai vu des journaux qui ont titré carrément « Ils l'ont tué ». J'ai vu des journaux, l'assassinat, et j'ai vu aussi des personnes qui osent clairement parler d'assassinat. Ils l'ont tué. En tout cas, c'est ce qui est le plus partagé au niveau du Cameroun. Je ne pense pas que ce fait... Après, il faudrait voir aussi par rapport à l'autopsie. On attend l'autopsie qu'eux, ils vont déclarer, mais il faudrait aussi l'autopsie indépendante. Et s'il s'avère, parce que juste avant la mort de Anissé Kane, il y a eu les avocats qui avaient alerté en disant attention, son état de santé est en train de se dégrader, il lui faut des soins, etc. Donc il y a eu cette alerte, il y a eu la mort après, on attend l'autopsie, et vis-à-vis de l'autopsie, je pense que ça pourrait créer des incidents, des échauffourées, mais c'est pas ça qui va faire flancher en gros le régime. Mais je pense que, comme je disais, tant que Chiroma continue, et autre chose, par rapport à Anissé Kane, c'est lui qui a été, par rapport aux stratégies, l'homme des villes mortes. C'est lui qui avait, à l'époque, parlé des villes mortes. Idées, quoi. Des idées insurrectionnelles. Si on prend en compte l'âge des gens qui sont à l'exécutif, ils ont connu l'UPC du temps de leur méthode ou leur procédé. Donc ils se sont dit, attention, ville morte, c'est Anissé Kane. Anissé Kane a réussi à faire contourner Kanto donc il arrive à avoir les choses. Une fois que Kanto a été éliminé, malgré le fait qu'eux ils les ont soutenus, lui-même il soutient derrière Chiroma. C'est un vote d'opposition, entre guillemets, il peut être considéré comme cela. Voilà. Donc ils peuvent même se dire à leur niveau que finalement le chef d'orchestre c'est M. Ekane. Donc il y aura, je ne sais pas s'il y aura des soulèvements, mais je sais que on attend. D'accord, je me retourne vers vous, Dr Camara. Qu'en est-il concernant Issa Chiroma Bakary? Vous le dites, cerveau donc, de l'opposition, chef d'orchestre donc, de l'opposition. Quelles conséquences pour Issa Chiroma qui continue à se battre? Issa Chiroma, c'est que là aujourd'hui, là où il est arrivé, il doit beaucoup à Ekane. Donc lui, il se trouve pour l'instant en exil. Et je pense qu'il faut qu'il continue à mettre la pression sur le régime de Biya. Et que finalement, la jeunesse du Manidem et la jeunesse du RMC et MRC peuvent justement se prévaloir donc de cet assassinat, si assassinat s'est avéré. Dans tous les cas, même si ce serait une mort naturelle qu'il aurait emporté, mais le fait qu'il a été détenu dans des mauvaises conditions et qu'on ne l'a pas laissé accéder à ses soins, donc dans tous les cas, il y a une responsabilité des autorités camerounaises dans la mort de cet opposant. Et donc que la jeunesse s'en empare pour continuer à faire un combat contre un régime. Dans tous les cas, la famille a tout à fait raison de ne pas faire confiance à une autopsie. Dans tous les cas, on sait que l'autopsie va conclure quoi? Va conclure que c'est sûrement la cause de sa mort, c'est probablement pas le fait qu'il a été privé de soins. Donc, à quoi bon de rentrer dans une logique où, dans tous les cas, on va essayer de minimiser cet événement-là, alors que c'est quand même quelque chose d'important qu'un opposant aussi important puisse mourir dans ces conditions-là. On insiste, et j'insiste sur cette question-là, nous sommes quand même à un point de basculement, un point de transition avant M. Anissé Kane, après M. Anissé Kane, notamment encore une fois pour Issa Chiroma Bakary, qui était, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, le poulain de Anissé Kane.
Que peut-il se passer? Est-ce que cela peut faire faillir l'opposition et se dire, bon, finalement, on arrête? Est-ce que vous pensez que ça peut être une possibilité, notamment pour Issa Chiroma Bakary? On a dit que malheureusement, l'opposition camerounaise est divisée, parce qu'on a vu déjà, on avait dit, après les élections, qu'il y a un bloc de ces opposants derrière Chiroma avec Ekane, et qu'on continue la pression. Une partie des gens se sont empressés de féliciter le gouvernement Biya, et tout ce qu'ils ont comme ambition aujourd'hui, c'est peut-être intégrer une espèce de gouvernement élargi au-delà du RDPC. Donc, ce qui fait que l'opposition, ça reste maintenant Chiroma et Kamto. Donc, s'ils restent campés sur leur position et qu'ils continuent leur lutte, comme Baba l'avait soutenu, et je pense qu'il avait raison, si pour des raisons sociales ou des problèmes de crise économique, les choses venaient à péter, entre guillemets, on ne le souhaite pas pour le Cameroun, mais malheureusement, si les choses continuent comme telles, en ce moment-là, vous voyez, ça peut être un moment opportun pour qu'on en finisse avec le pouvoir de Biya. Mais bon, ça... Vous pensez quoi, que la mort d'Anissa Ekane est favorable au régime Biya ou au contraire à l'opposition? C'est-à-dire que ça peut être favorable à l'opposition, parce que l'opposition, c'est normalement, on devrait se dire que voilà, cette personne qui s'est sacrifiée dans toute sa vie, pour lui rendre hommage, pour lui rendre hommage, il faudra qu'on fasse l'union sacrée autour de Anishebe. Donc, en faisant cette union sacrée, on pourra faire face pour honorer sa mémoire. Donc, c'est-à-dire continuer la lutte pour faire partir le système de Paul Biya. Quoi qu'il en soit, deux scénarios sont possibles, à savoir on continue ou on arrête. On va suivre cela de très près. Allez, mesdames et messieurs, on poursuit avec la dernière partie de cette émission. Destination maintenant le Mali. Alors oui, prise de Bamako, donc information, exagération ou un tox médiatique orchestré. Point d'interrogation. On regarde une vidéo et puis on revient. Un ancien directeur de l'audiovisuel malien accuse l'agence France Presse de désinformation. Expliquez-nous. Salif Sanogo, c'est lui, ancien directeur de l'ORTM. Voici ce qu'il nous dit. Écoutez. Les presse d'agence et toutes les rédactions qui se mettent en branle, donc quelque part, même si ce n'est pas orchestré, on se dit quand même le timing fait bizarre. Et surtout qu'on disait que Bamako était sur le point de tomber. Bon, quand on donne ce genre d'informations et qu'on n'a pas de sources fiables sur le terrain, on doit s'abstenir. Il aurait fallu peut-être utiliser le conditionnel, mais ils ont été affirmatifs. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, depuis plusieurs semaines, une série de titres alarmistes, d'alertes diplomatiques et d'analyses sécuritaires venus de médias occidentaux laissent entendre que Bamako serait menacé, encerclé ou même en train de basculer sous la pression djihadiste. Pourtant, à ce jour, rien. Bamako la coquette est toujours debout, les Maliens vivent leur vie. Dès lors, une question s'impose. S'agit-il d'une désinformation, d'une lecture excessivement alarmiste ou d'une mauvaise compréhension du contexte sécuritaire réel? Et surtout, quels effets ces narratifs peuvent-ils avoir sur le Mali, surtout sur le plan politique, sécuritaire que psychologique? Donc ensemble, on va essayer d'analyser ce que disent réellement les faits, ce que relaient les médias et bien sûr ce que révèle l'interprétation de ces informations. Enfin, une interrogation demeure essentielle, mesdames et messieurs. Quelles conséquences ces narrations peuvent-elles produire pour le Mali et comment l'État malien a répondu ou peut-il répondre face à ces perceptions de menaces? Voilà, mesdames et messieurs. Alors, question très intéressante et très importante. Donc, est-ce que, question simple, Bamako a-t-elle été prise? Bamako est toujours là. Donc nous sommes le 5 décembre. Bamako respire, Bamako est toujours là, la vie est toujours animée par le commerce, par les loisirs, etc., par les activités économiques et politiques. Donc on comprend bien que cela n'était rien d'autre que de l'intoxication au niveau de l'information visant à affaiblir, c'est-à-dire le régime d'Assimi Goïta en quelque sorte. Mais on sait bien que Bamako est toujours là. Mais pour comprendre cela, il faudra dire qu'au niveau de la géopolitique mondiale, il y a ce qu'on appelle la propagande médiatique, comme le dit le journaliste d'investigation Michel Collin, qui dit que pour faire la guerre, il y a d'abord ce qu'on appelle la propagande. C'est-à-dire il faut préparer les mentalités, c'est-à-dire les esprits à la guerre. C'est-à-dire que le rouleau compresseur, en quelque sorte, de la presse occidentale, préparer les Maliens, préparer l'opinion internationale, surtout l'Afrique de l'Ouest, à l'effondrement du Mali.
voilà, et la prise de pouvoir par les terroristes, mais ça n'a pas abouti. Donc le peuple malien est brave, le peuple malien est millénaire, voilà, et séculaire, a résisté. Jusqu'à présent, c'est voilà, le peuple malien qui a pris le dessus sur les terroristes. En même temps aussi, il faudra comprendre que cette stratégie de communication, d'intoxication a créé l'effet inverse en quelque sorte. Parce que tactiquement, sur le plan militaire, cela a favorisé, une vague de victoire de l'armée malienne, parce que voilà, on sait bien que voilà, les groupes terroristes étaient plus ou moins amassés autour de Bamako en quelque sorte pour préparer une grande offensive, ce qui fait qu'avec le support aérien, voilà, ces 2 dernières semaines, on a vu que les FAMA maliens en quelque sorte, je veux dire, ont effectué des frappes tactiques sur les positions des djihadistes. Ils ont arrêté beaucoup de personnes ont péri, c'est-à-dire les terroristes ont péri à travers ces attaques. Baba, je me retourne vers vous. Alors, quelles sont les évolutions sécuritaires? Donc, quand on parle du Mali, quand on parle de Bamako, on en est où aujourd'hui? On le voit, hein, Bamako finalement n'était pas entouré, encerclé avec le recul, parce qu'on parlait bien de mots imminents. Maintenant, si imminent, c'est 2 mois après, bon, ça c'est aux médias de nous redéfinir le mot. Mais on voit, c'est-à-dire que le point d'achoppe surtout de ce moment-là où, c'est pour ça moi je parle beaucoup de déstabilisation, de tentative de déstabilisation par rapport aux opérations menées. Si les médias étaient fidèles à ce qui se passait vraiment au Mali ou même à Bamako, c'était la pénurie ou la crise l'effet c'est la crise de l'essence. Pénurie d'essence, et on a vu des queues. C'est parti jusqu'à, effectivement, qu'on a dû fermer à un moment donné les écoles, les universités, pour régler cette pénurie d'essence. Donc ça, c'est les faits. Effectivement, il y a eu ça. Et d'où est venue cette crise? C'est vrai que c'est les terroristes qui, sur quelques actions d'éclat, ont essayé de mettre un blocus sur les zones d'approvisionnement de l'essence. Les faits, voilà, c'est ça l'effet sacré. Maintenant, là où je parle de déstabilisation, c'est que généralement, si on veut déstabiliser un État, la première solution la plus rapide, c'est de faire une tentative de coup d'État. Sauf que si vous faites une tentative de coup d'État à un régime qui a une adhésion populaire, c'est mis à l'échec. Donc la deuxième tentative qu'on pourrait faire, c'est tout faire en sorte que la population se lève contre l'État, et en profiter pour faire ce qu'ils ont à faire dans la déstabilisation. Mais pour en profiter, c'est comment? Effectivement, vous utilisez des terroristes. Vous les utilisez, vous menez un climat de terreur, vous faites des actions contre des symboles. Ils avaient fait ça avec l'aéroport, avec la dame, c'est-à-dire celle qu'on a tuée en plein marché. Et puis il y a aussi le fait que vous voyez bien que les terroristes montrent des images très spectaculaires, et c'est eux-mêmes qui ont fait peut-être croire en disant nous nous approchons de Bamako, alors que ce n'est pas le fait. Et autrement, on paye aussi des personnes locales, ça peut être des partis politiques ou d'autres personnes, et quand vous faites ça, vous utilisez après la propagande médiatique. Sauf que là où je parle de déstabilisation, c'est qu'ils ont utilisé la propagande médiatique avant que tous les autres soient reliés. Donc c'est pour ça qu'on parle ils ont envoyé leur propagande médiatique avant les faits. Sans doute, je pense qu'ils oublient que l'État malien ou les autres États de l'AES ont des renseignements. Et je pense qu'eux, ils se sont dit, avec tout cet effet, la population finalement en crise sociale, finalement ils vont se révolter contre, et ils peuvent en profiter pour déstabiliser ou renverser le régime, ce qui n'a pas été le cas. C'est justement pour dire que moi, c'est les manières, ce sont des petites astuces, la propagande médiatique, les terroristes par-ci, la communication des États, et plus cette crise d'électricité ou de cette crise de l'essence, qui me fait dire qu'effectivement, c'est des tentatives de déstabilisation. Et j'écoute ensuite les autorités maliennes ou au Niger, eux ils en parlent clairement, ils parlaient même de coacher de l'intérieur. Donc pour moi c'était uniquement un truc de déstabilisation. Par contre, attention au régime. Effectivement, Bamako ou un peu partout, il n'y a pas ce côté encerclement, mais il faut qu'ils aient des vigilances parce que, comme le disait le président Ibrahim Traoré,
c'est que le système de déstabilisation ne va jamais s'arrêter. Donc pour moi, c'est une défaite, mais attention prochaine. Docteur Camara, je me retourne vers vous. Alors, les médias occidentaux prennent la parole et se défendent en disant que non, ils ne font pas d'intox, ils ne font pas de désinformation, de mésinformation. Donc, ils le disent haut et fort. Ils ont juste dit comme quoi ils avaient alarmé sur la situation difficile du Mali, notamment de Bamako. Donc, ils tapent du poing en disant non, on a fait notre travail, on a donné les informations au plus large, au plus grand public, mais non, pas d'intox. Vous répondez quoi? Parce que finalement, un point d'interrogation dans une phrase change tout. Bon, alors, c'est vrai que la presse internationale aujourd'hui, elle n'est pas présente physiquement sur le territoire, parce qu'une bonne partie de cette presse donc, a été congédiée. Mais ces correspondants qui sont dans la région de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, entre autres, estiment qu'ils ont un réseau d'informateurs, qu'ils ont des liens avec des gens qui vivent au Mali, qui leur donnent des informations qu'eux, ils sont capables de recouper. Et voilà comment c'est un petit peu leur stratégie de défense, en disant que nous, on ne raconte pas n'importe quoi sur le Mali. Et c'est vrai que, et les Maliens eux-mêmes l'ont reconnu, c'est vrai que l'embargo sur le carburant a été quelque chose de fort, parce que il y a beaucoup de chauffeurs qui ont payé de leur vie, puisqu'on incendié les chauffeurs, on tué les chauffeurs, y compris les chauffeurs sénégalais. Et donc c'est vrai que la population aurait pu être en panique et considérer que ce régime-là n'est plus capable d'assurer la sécurité. Bon, c'était un peu l'effet recherché. Donc cet effet n'a pas été, heureusement, pour le Mali, cet effet ne s'est pas produit, parce que la population s'est montrée résiliente, elle s'est montrée compréhensive vis-à-vis des autorités. Et heureusement aujourd'hui, donc le problème d'approvisionnement est plus ou moins réglé pour l'instant. Les corridors ont été sécurisés et à nouveau, tout fonctionne comme vous l'avez dit, Bamako marche bien, les activités ont repris, etc. Et on espère que cela va se poursuivre et va s'étendre à toutes les zones du Mali pour lesquelles les djihadistes donc, ont essayé de faire des blocus. Alors, mais ceci étant, donc la presse internationale, donc aujourd'hui, elle se défend en disant, mais nous, on a été amis pour simplement dire que, attention, il se pourrait que, alors qu'ils n'ont pas parlé au conditionnel, ils n'ont pas dit, attention, il y a des forts risques que Bamako tombe parce que, voilà. Donc, évidemment, on sait qu'il y a une campagne des informations avec des objectifs clairs de la part des opposants, et donc, qui sont à la fois des pays, mais aussi des hommes politiques contre justement le régime actuel au pouvoir. Et donc en disant, si on acculait ce régime, peut-être qu'il finira par céder ou la population finira par se révolter. Mais moi, je vais quand même insister sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement de désinformation. Parce que quand certains pays décident quand même, rappellent leurs diplomates, disent à leurs ressortissants quitter le pays, les gens qui sont là, qui vivent avec eux, ils vont dire, si eux, ils ont dit à leurs gens de partir, ça veut dire que c'est vraiment grave. Et c'est là où vraiment, beaucoup de gens ont été inquiets, y compris les Maliens de la diaspora. Ils se disent, mais si les gens, les diplomates étrangers partent et que ces grands pays qui ont aussi les renseignements, si les Américains disent à leurs gens de partir, les Français disent à leurs gens de partir, ça veut dire que la situation, elle est vraiment grave. Alors que, et donc d'ailleurs, on l'a dit ici, lors d'une précédente émission, que c'était aux autorités maliennes justement de revoir leur façon de communiquer pour rassurer la population, pour démontrer, et donc notamment la presse nationale, je pense qu'ils ont commencé à faire ce travail-là pour un petit peu contrebalancer cette désinformation-là, pour dire non, au Mali, les choses ne sont pas aussi graves qu'on le dit à l'étranger. Voyez, les gens vivent à peu près normalement, etc. Voilà. Donc, dernière question, et ensuite on doit clôturer cette émission, mesdames et messieurs. Quelles conséquences pour le Mali cela a-t-il pu avoir ? Parce qu'il faut le dire encore une fois, comme vous le dites, donc des menaces, on appelle aux ressortissants de certains pays de rentrer chez eux, etc., etc. Est-ce que cela a eu un impact négatif sur l'image du Mali ? Quand on parle d'opportunités d'investissement, quand on parle de tourisme, quand on parle de pas mal de choses autour de ce pays-là. Donc forcément, quand on a des médias mainstream qui parlent en négatif concernant, qui parlent négativement donc d'un pays, forcément ça a un impact d'une manière ou d'une autre, même si en face on a des réactions, on a des actions pour essayer de contrebalancer. Néanmoins, il y a quand même des conséquences. Donc M. Salif Sanogo qui a pris la parole pour
s'attaquer à l'agence France Presse, voilà, de cette campagne de désinformation, que ce soit l'ensemble de ces organes de presse qui ont titré à l'époque Bamako va tomber, Bamako va tomber. Donc malheureusement, voilà, il y a un journaliste de cette même agence qui a essayé de rétorquer de façon plus ou moins, disons, ridicule, qui a dit que nous, on n'a jamais dit que Bamako va tomber, essayer bien sûr, mais de jouer au niveau des... vraiment concernant les conséquences, est-ce que vous considérez que... Voilà, alors, c'est-à-dire économique. Alors, les choses ont repris, comme l'a dit Dr Camara, on sait bien que les corridors d'approvisionnement en carburant ont repris facilement avec l'aide aussi de l'ensemble des pays de l'AES qui sécurisent en quelque sorte les... Bien sûr, donc ça c'est sur le terrain, vraiment j'insiste. C'est positif. Vraiment, oui, voilà, c'est important, c'est une question très importante parce que on ne peut pas sous-estimer ou minimiser l'impact des médias mainstream sur une information, sur un pays, sur une situation. Parce qu'on le sait tous, c'est-à-dire que nous-mêmes en tant qu'Africains, on s'est tous posé la question à savoir est-ce que Bamako va tomber, ou on y a peut-être tous un peu cru. Donc si nous y avons cru en tant qu'Africains, alors imaginons-nous donc les personnes qui avaient peut-être des velléités d'investissement, des velléités de voyage, etc. etc. Aujourd'hui, on voit même sur les réseaux sociaux, des gens posent la question à savoir, j'ai un mariage au Mali, à Bamako, est-ce que je dois y aller? Ma famille me dit de ne pas y aller, etc., etc. Donc là, c'est à un petit niveau. Mais oui, donc ça reste en tête. Oui, bien sûr. De toute façon, toute image négative qui est renvoyée d'un pays a forcément un impact sur son potentiel à attirer les investisseurs étrangers. Alors, et d'ailleurs, même du point de vue, là par exemple, j'ai vu que l'agence de notation Moody's, donc par exemple, a maintenu, malgré tout ce qui s'est passé, malgré cette désinformation, a maintenu sa notation par rapport à l'État malien, donc qui dit que malgré tout, on a quand même, la croissance va être encore un peu plus forte que l'année précédente, alors même si le FMI n'est pas du même avis, mais que le Mali tient bon malgré tout, malgré la situation difficile. Est-ce que ça, on a assez communiqué sur ça? Est-ce qu'on a assez communiqué sur ça? C'est ce type d'éléments qu'il faudrait que les autorités communiquent pour montrer que la résilience de l'économie malienne est forte et qu'il y a continué en tout cas il y a eu des deals par exemple qui ont été faits avec un certain nombre de firmes étrangères, notamment ceux qui sont chargés de l'exploitation de l'or, et que la hausse du prix de l'or qui va continuer va donner au Mali donc en gros, il y a des choses des ressources qui continuent, il y a des actions des ressources supplémentaires économiques qui continuent, financières, etc., qui continuent, et donc on doit communiquer dessus, en tout cas le Mali, l'Afrique doit communiquer dessus pour éventuellement essayer de gommer un peu les dégâts qu'ont pu faire les médias mainstream, parce que encore une fois, on ne faut pas nous sous-estimer l'impact des médias sur une situation, et notamment si c'est de la désintox ou de la désinformation. Enfin, de l'intox ou de la désinformation. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Oui, c'est très très court. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. Merci à tous nos invités. Merci Maodoba, merci Babada, merci Dr Camara. Merci Aïssa.